Une équipe, 650 personnes. Leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Mérinal. Plus d'informations sur www.mérinal.com. Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. Bonsoir à tous, bienvenue au CPP. Nous sommes en direct sur Radio M, un CPP qui commence en retard aujourd'hui. Le responsable s'appelle Ihsan Qadi. Bonsoir Ihsan. Bonsoir. Bonsoir Abd Sharif. Bonsoir. Hadda Hazza, bonsoir. Bonsoir. Kamal Mansari, bonsoir. Bonsoir. Alors Abd, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? Pas exactement cette semaine, mais ce sont deux déclarations de M. Ahmed Ouyahia et Jamal Ould Abbas qui assurent que pour les prochaines élections, il n'y aura pas de shkara. D'accord. Et Ahmed Yahya qui dit que nous travaillons avec les hommes de l'argent, mais avec les hommes de l'argent halal. Absolument. Ihsan Qadi, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? La CEDEAO, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, qui a mis la pression sur le président Jana en Gambie pour l'inviter à quitter le pouvoir parce qu'il avait perdu les élections. Et je me mets à rêver que l'Algérie se retrouve dans la zone CEDEAO, à défaut que de voir un jour l'UMA faire cela. Et le président élu Adama Barrow fera son entrée triomphale demain en Gambie, demain après-midi. Hadda Hazzam, qu'est-ce qui vous a... fois, rien ne m'a marqué. Si, quand même, votre discussion très intéressante avec le Premier ministre. Vous le critiquez chaque mercredi ici, mais quand vous le rencontrez, ça se passe bien plutôt. On a vu les images. Oui, c'est lui qui m'a provoqué, je ne suis pour rien, moi. Kamal Mansari, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? Comme tous les Algériens, je dirais la débâcle de l'équipe nationale. Donc, c'était une très grande déception, alors qu'on nous a promis le titre cette fois-ci. Donc, voilà, encore une fois, un échec qui s'ajoute à la longue liste des échecs continentaux de l'Algérie. Voilà, et nous en parlerons lors de la deuxième partie, notamment avec Hamoub El-Ahmar qui va nous rejoindre pour parler de cette défaite de l'équipe nationale qui ne passe pas le premier tour, mais la Côte d'Ivoire aussi ne passe pas le premier tour. Les éléphants ont été terrassés hier par les lions de l'Atlas. Alors, on va commencer maintenant la première partie du Café Presse politique avec ce qui s'est passé sur la relation franco-algérienne, notamment ce rapport de deux députés français, Jean Glavany et Marc Tessier, qui étaient là en Algérie il y a quelques mois, qui ont rencontré des représentants de la société civile des trois pays. Eh bien, leur rapport n'a pas beaucoup plu à la partie algérienne, puisqu'il y a beaucoup de critiques, notamment sur l'état de santé des chefs d'État du Maghreb. Alors, il y en a ceux qui ont appelé à la rupture des relations diplomatiques, parlementaires. Oui, en fait, c'est un rapport indépendant. Ihsan Qadi, ces députés français ont le droit d'écrire ce qu'ils veulent, non? Oui, il se trouve que... En ce moment, on est assez sourcilleux sur ce qui peut se dire au sujet de l'Algérie, mais effectivement, la remarque, quand on réfléchit un petit peu, il n'y avait pas de quoi faire autant pour une observation de ce type. Mais dans le cas du quatrième mandat, au moment où Bouteflika essaie de remonter la pente, de reprendre les choses en main, qu'il y ait un rapport qui vienne laisser entendre que les gouvernances dans les pays du Maghreb sont à bout de souffle, c'est un peu mal tombé. Abd Sharif, vous avez fait une tête bizarre quand j'ai parlé de rupture. Eh ben oui, il y en a ceux qui ont appelé à la rupture de relations parlementaires, notamment, puisque ce sont deux députés français. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que je pense, je vais d'abord te signaler que je sais pas pourquoi, mais je tombe sur le thème de mon papier de demain. Ça arrive assez souvent, donc je suis bien préparé. Oui. Non, il est déjà fait. Il sort demain. Non, dans cette histoire. Que nous disent les députés français? Qu'est-ce qui a été dit? Bon, il y a une partie, le rapport parlementaire, on ne le connaît pas. Il y a la partie qui a été dite dans la présentation. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que le président Bouteflika est malade, que sa succession pose problème. Ils nous disent que le président Kais Saied a 89 ans, bientôt 90, que la situation dans ces pays est fragile. Bon, c'est pas des scoops, ça c'est des choses qu'on sait, donc voilà.
La seule chose peut-être qui est un peu nouvelle, c'est que on confirme que le roi Mohammed VI serait atteint d'une maladie à évolution lente et que donc il se soignerait aux corticoïdes, ce qui explique un petit peu son physique. Bon, mais pour le reste, il nous disait rien. Donc moi, ce que j'en tire, c'est essentiellement deux choses. D'abord que dans cette histoire, ce rapport, non encore publié, a un impact important en Algérie. Pourquoi? C'est parce que les voix qui produisent de l'information, qui produisent l'action politique en Algérie ne sont pas crédibles. La maladie du président Bouteflika, je rappelle que c'est le thème le plus souvent évoqué au CPP. Donc voilà, il y a rien de nouveau. Et pourtant, voilà, le fait que d'autres gens le disent, ça devient une affaire importante. Ça, c'est scandaleux. Ou bien le fait aussi qu'on n'aime pas que ce soit dit par les étrangers, peut-être, non? Aussi? Non, le fait que ça soit dit par les étrangers, ça donne de la crédibilité à la chose. Vous pensez? Oui. On considère que tout ce qui est dit en Algérie, tout ce qui est produit comme discours politique en Algérie n'est pas crédible. Moi, c'est ça qui m'inquiète. La main de l'étranger, en fait, n'est pas dangereuse parce qu'elle agit ou là. La main de l'étranger, elle est conçue, elle existe pour travailler au profit de l'étranger. Mais quand la bêtise algérienne règne, elle ouvre le champ à la main de l'étranger. Donc, moi, c'est ça que je retiens dans cette affaire. Dans ce rapport, on dit aussi qu'il y a des ministres sérieux dans les gouvernements maghrébins. Ça, oui. c'est un scoop que vous avez donné. On l'apprend aussi. On l'a appris avec stupéfaction. Kamel Mansali, comment vous avez réagi à ce rapport? Comment est-ce que la presse algérienne a réagi à ce rapport? Tout d'abord, tu as failli aux règles de bienséance. Il fallait commencer par madame. Non. Ici, tout le monde est égaux. Alors, moi, je pense qu'il y a une chose ça va dans la lignée des préoccupations européenne à l'égard de l'Algérie. Nous avons déjà vu la tribune, enfin la chronique publiée par Jean Defresne sur la Libre Belgique, qui s'inquiète de la situation en Algérie, de l'évolution de la situation politique, économique et son impact sur l'Europe. L'Europe est inquiète. Et je crois que les Français vont dans ce sens-là, est un partenaire. La France est un partenaire solide, enfin je dirais lourd avec l'Algérie, qu'on qualifie de privilégié ou de stratégique. Et il pense à ses intérêts. La France est en train de réfléchir à ses intérêts. Il y a au sein de la classe politique française une sorte d'opacité. Les questions, les interrogations que la presse française relève ou soumet le plus souvent, c'est qui dirige en Algérie. Bien évidemment, comme l'a dit Hassan, bon, apparemment, on a des signes que Bouteflika est en train de reprendre les choses en main depuis un certain temps. Mais les questions restent posées. Moi, ce que je constate, que lorsque la situation financière était reluisante en Algérie, la France n'était pas du tout regardante sur la situation en Algérie. Tout se passait bien. Tant qu'il y avait de l'argent, les choses se passaient bien. Il y avait des investissements. Les Français disaient que du bien de l'Algérie. Aucun problème. Mais il a fallu que la crise économique et le recul des prix de pétrole qui ont eu un impact sur la situation économique en Algérie, voilà qu'on ressort cette menace et on dit que, bien évidemment, que l'Europe va amortir ou bien subir les répercussions d'une crise sociale et politique en Algérie, c'est-à-dire que les réfugiés, c'est pour ça qu'on a cité le cas de l'Algérie qui peut-être deviendrait Alep. C'est ça un petit peu moi qui m'interpelle. Mais je dis que les Européens n'ont pas d'amis, je sais ça. Donc même s'il y a des années la situation était disons tout à fait normal entre Paris et Alger, que tout se passait bien selon les dires des deux côtés de la rive, de la Méditerranée. Maintenant, actuellement, on sent que un discours est en train de se développer sur surtout la succession, parce que c'est ça qui inquiète, qui va succéder, parce que c'est une question d'intérêt. On voudrait savoir où se dirige, vers où va le pays, pour que ceux qui ont le pouvoir, ceux qui ont des intérêts en Algérie, veulent savoir où vont se diriger les choses. C'est pareil y compris pour l'Europe. Donc je vois que ça va dans ce sens-là. Hada?
Moi, ça me rappelle tout ça. Ça me rappelle le tweet de Valls lors de sa dernière visite en mois d'avril passé, ce qui a suscité la même réaction dans les sphères du pouvoir. Mais pour la situation ou l'état de santé des chefs maghrébins, c'est pas nouveau. La France a tous les dossiers médicaux de Bouteflika, comme celui de Mohamed Sedz, comme celui du président mauritanien. Je me rappelle en 2013, quand Bouteflika a été hospitalisé à Val-de-Grâce, les 3 chefs d'État étaient aussi hospitalisés. Il y avait un sommet maghrébin au Val-de-Grâce. Exact. C'est pas à Val-de-Grâce, mais à Paris. Tout le monde se soigne là-bas. Je vois pas qu'est-ce qu'il y a de nouveau depuis. On connaît l'état de santé de Bouteflika. On a refusé le 4e mandat. On a manifesté contre le 4e mandat à cause de cette situation. Mais malheureusement, et Kiri qui est sorti avant-hier manifester contre Trump était venu pour soutenir Bouteflika, comme a fait aussi Hollande. C'est la France qui a maintenu Bouteflika au pouvoir, c'est pas et aussi les États-Unis, parce que leur intérêt dépendait de lui. Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qu'il prépare, la succession, ou on peur réellement de la situation dans le Maghreb. Je ne sais pas, je me pose vraiment la question. Et comme a dit Kamel, que la France et l'Europe n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts ici. Ils n'ont observé que leurs intérêts, ont soutenu Bouteflika et tout le reste pour leur intérêt. C'est ça. Alors moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer ces 2 députés français quand ils étaient ici en Algérie, et j'avais posé une question à Jean Glavany sur les élections primaires. Il avait dit non, ne me parlez pas des primaires, moi au 2e tour je voterai Juppé contre Le Pen. Donc il s'était déjà gouré à cette époque. À cette époque-là, est-ce qu'ils peuvent aussi se gourer sur ce rapport Hersen? Non. Je pense que en fait, on est tous un peu gênés qu'on nous renvoie cette image à partir de l'Europe, mais bon, je vais pas parler du reste du Maghreb. Il y a une dynamique en Tunisie. On peut pas résumer le dynamisme et l'état des lieux politiques en Tunisie au seul âge de Khaïd Sebsi. Qui au Maroc, démocratiquement élu. Absolument. Voilà. Ouais. Derrière lui, un parlement vivant, et c'est autre chose. Au Maroc, je suis plus prudent, effectivement. Il y a, tu le disais tout à l'heure en privatif, le roi Mohamed VI ne peut pas aller au sommet africain parce qu'il est fatigué. Donc il y a aussi un facteur, disons, une contrainte qui s'exprime à travers l'état de santé du roi, et c'est beaucoup plus figé parce que c'est une monarchie. Et donc mais le grand homme malade du Maghreb, c'est quand même l'Algérie. C'est-à-dire, tant qu'il y avait de l'argent, ça tenait la route. Aujourd'hui, il est normal que les Européens s'inquiètent. Et les images qu'on nous renvoie, elle est perturbante parce qu'en fait, c'est l'image de la réalité. Nous avons une gouvernance politique qui est usée, qui est fatiguée, qui n'est plus de 100 ans, qui n'est plus... voilà, l'histoire du tweet résume toute la situation. Et que ce soit effectivement des Français qui le disent, eux s'inquiètent pour leur avenir, ils veulent savoir qui va remplacer Bouteflika. Je pense que des deux, c'est nous qui devrions être les plus inquiets. Ahmed Sharaf. Écoute, moi, il y a quelque chose qui m'attriste, mais je le dirais en restituant un petit peu les choses dans leur contexte. Ce qui se passe en France aujourd'hui, ce qui se passe en Europe, c'est un bouleversement très important sous l'effet Trump. Et en France, il y a un autre sous-effet qui est la présidentielle. Et donc, la France se prépare à un événement, à un changement de président. Et que fait un pays comme la France qui se prépare à ça? Il envoie des commissions parlementaires essayer de savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans le monde autour d'eux et chez leurs partenaires. Ce sont des rapports qui vont servir les futurs candidats pour qu'ils sachent à quoi s'en tenir. Et donc, quel que soit le prochain président, il aura un rapport élaboré, complet, détaillé sur l'état de l'Algérie, sur comment ça se passe. Ce qui m'attriste dans cette affaire, c'est que l'Algérie ne fait pas la même chose en France. En France, il va y avoir un nouveau président. J'aimerais qu'une commission parlementaire algérienne évalue. L'Algérie devrait acheter des sondages pour savoir qui sera président et pour faire les offres les plus intéressantes au prochain président pour se placer. Donc, ce qui m'attriste dans cette histoire, c'est ce fonctionnement institutionnel en France qui est à côté de l'événementiel. En parallèle,
on sait qu'il y a des think tanks qui travaillent, qu'il y a des groupes d'études, il y a des personnalités qui sont très spécialisées, qui travaillent sur l'Algérie, on le sait. Donc, il y a tout ce grouillement institutionnel en France face à une Algérie qui est là et qui verse une larme ou qui pousse un cri à chaque fois que son nom est cité. C'est ça qui m'attriste le plus. Alors, vous avez parlé de l'élection présidentielle. C'est vrai qu'on parle souvent de fin de règne en Algérie, mais en fait, il y a aussi un fin de règne en France, parce que dans 3 mois, donc c'est le même mois apparemment, les élections législatives et présidentielles en Algérie, puisqu'on a eu une déclaration de Djemal Ould Abbas qui parle de législatives au mois de mai. Donc, la fin de règne, elle est en Algérie, mais elle est aussi en France. Est-ce que la fin de règne en France, est-ce que le changement de président peut aussi influer négativement sur les relations entre la France et l'Algérie? Qui veut répondre? On ne s'attend pas à ce que... Moi, je trouve que la cohabitation Hollande-Bouteflika s'est plutôt bien passée. C'est plutôt bien passé. Elle a été... il y a eu un apaisement par rapport... C'est une cohabitation? Une cohabitation. Ouais. Enfin, là, ils étaient présidents au même moment, on va dire. Voilà. Le couple Hollande-Bouteflika. Il y a eu des couacs. Enfin, il y a eu cette histoire de valse de tweets. Il y a eu quelques autres histoires qui ont gêné, notamment l'arrestation à Paris, mais ça, je crois que c'était sous Sarkozy, hein, de celui qui était présumé être impliqué dans l'assassinat de Halim Sili. Bon, mais en gros, ça s'est plutôt bien passé. Donc là, il est peu probable que ça se passe mieux. D'ailleurs, enfin, le pronostic des Algériens, apparemment, les Algériens avaient aussi voté Juppé. Juppé est passé en Algérie et il y avait une sorte de... Moi, je note juste que tous les candidats français reçus par Khaled Dararni sont passés à la trappe. 2 seulement. Il en reste beaucoup trop. Alors que c'était des favoris, quand même. Ouais. On pense à Montebourg. Montebourg et Juppé. Et Juppé, voilà. Juppé, on le savait, Montebourg. Oui. Pour Montebourg, malheureusement. Là, ça, il faut que ça se sache. François Fillon n'est toujours pas venu pour enchaîner. Oui, voilà. Mais Emmanuel Macron est annoncé pour le mois de mars en Algérie. Voilà. Donc, on le sabote. On le sabote. Voilà, on se voit. Voilà, donc ça risque d'être moins, d'autant que le positionnement de François Fillon, il a choisi de jouer la carte identitaire, il a un peu titillé le sentiment islamophobe sur lequel surfe l'opinion en ce moment en France. Est-ce que c'est des arguments suffisants pour que ça se passe mal avec l'Algérie? C'est pas sûr, mais il est sur un positionnement qui risque de renouer avec la période de Sarkozy et donc de compliquer à nouveau la relation avec la France. Ce à quoi va s'ajouter le fait que l'Algérie rentre en difficulté et rentre en difficulté aussi comme fournisseur de gaz puisqu'il y a eu des incidents de ce point de vue. Et cela nous amène donc... Pour Fillon, il y a un scandale aujourd'hui, depuis hier, le scandale de sa femme, des salaires non justifiés. Et les derniers sondages absolument prouvent qu'il est en difficulté. Il est en difficulté, surtout que maintenant que la gauche française est en train de choisir son candidat. Kamal, oui. Pour revenir... ce qu'a dit, il n'y a pas simplement, c'est pas l'histoire du tweet, il y a aussi, je crois, la déclaration de Debré qui a fait beaucoup de tâches d'huile ici en Algérie. C'était vraiment plus, je dirais que c'était plus grave. Rappelez-nous cette déclaration. Quand il a dit, j'ai rencontré un chef d'État. Ah oui. Oui, c'est vrai. Ça, c'est plus que le tweet, je pense. Il a parlé des détails de la rencontre. Absolument. Mais donc, c'est ce que je voudrais dire à propos des relations algéro-françaises. Je crois qu'en temps de Mitterrand, elles étaient vraiment plus délétères et plus détériorées qu'actuellement, surtout lors de la décennie noire. Donc, il y a vraiment, l'Algérie a subi vraiment un embargo français où on a souffert avec les Français. Donc, ça a été la plus dure. Maintenant, bien, c'est l'argent qui calme le monde. Donc, c'est l'argent qui fait rouler le monde. Et actuellement, certes, nous sommes dans une situation financière délicate, mais qu'en est-il de l'autre rive? C'est-à-dire la peur, moi je reviendrai toujours à cette peur et qui marque un petit peu les esprits en Europe, y compris les orientations politiques. On passe maintenant vers ce qu'on appelle le protectionnisme, la peur de l'étranger. Donc ça va dans ce sens-là. Quand j'ai parlé de la chronique de Defrene et ce qu'ont fait les deux députés, c'est pratiquement la même chose. Montrer que, attention, il y a un danger. Voici 3 pays où il y a la situation n'est pas du tout réluisante, il faudrait faire attention, ça va nous revenir à la gueule, tomber à la gueule. Donc c'est ça le message qui est lancé par ces 2 députés-là. Et comme m'a dit Abed, il n'y a pas simplement que les 2... On n'a pas attendu ces 2 rapports-là.
il y a beaucoup d'autres rapports qui sont sortis en anglais, en Angleterre, et qui disent la même chose. Il faut lire ce qui a été écrit par pas mal de chroniqueurs et d'analystes anglais et américains qui disent la même chose. Ils disent, on a parlé de la Grande-Bretagne qui risque de devenir, d'accueillir 14 millions de réfugiés algériens si la crise politique en Algérie se transformait en guerre civile. On a parlé même de guerre civile. Il y a ce genre de projection. Je crois que ça va dans le même sens. C'est pour ça qu'il faut un petit peu remettre le rapport dans ce contexte-là global qui, disons, d'alerte, d'alarmisme, qui fait que l'Europe se croit menacée par ces trois pays-là, qui sont bien sûr chasse gardée entre guillemets de la France, mais en même temps qui sont vers la porte la plus proche de l'Europe. Alors, ouais, moi j'ai une solution pour dépasser tout ça, si on peut y aller. La solution, c'est d'aller à une situation où la déclaration d'un homme politique français ou allemand ou marocain concernant l'Algérie soit banale et qu'elle n'intéresse personne. Pour aller à cette situation, il faut rétablir la parole politique en Algérie, lui donner du sens, donner même on a vu des situations de crise naître où après des éditos, après des articles de presse, de simples articles de presse, c'est même pas des hommes politiques. Un journal belge qui publie une analyse ou un édito qui provoque une réaction en Algérie, mais c'est absurde. C'est un expert, attention, c'est un expert, oui, mais même c'est pas une chronique, hein, c'est pas important. Il faut que cet écrit soit banalisé. Si un journal algérien, je vais citer Nahar, écrit un édito sur la Belgique, vous pensez qu'il va y avoir des réunions de commission en Belgique pour discuter de ça? Mais il faut créer cette situation qui fasse que, quand un article sort ailleurs... La Mamara a dit que c'est un non-événement. Hein. Il y a quelqu'un... Oui, le fait qu'il en parle, ça veut dire que c'est un événement. C'est un ministre des Affaires étrangères. Donc, il faudrait faire en sorte que quand un article sort à l'étranger, il y a un sous-directeur dans une ambassade qui le lit, qui fasse un petit rapport et que des gens en tiennent compte dans leurs analyses pour essayer de comprendre pourquoi, mais pas plus. Alors, on a parlé des tensions, des petites tensions politiques et parlementaires algéro-françaises. Cela peut nous amener à parler de ces tensions économiques. Et Arsène, vous teniez aujourd'hui à parler de ces problèmes qui concernent la livraison de gaz, qui peuvent vraiment détériorer les relations aujourd'hui et constituer un danger sur les prix du gaz actuel, alors qu'ils sont très bas au moment. Oui, on va dire que c'est un élément du décor. L'Algérie a vendu, enfin, il faut bien vous rendre compte que pendant la décennie noire, l'Algérie a toujours mis au devant le fait, qu'elle avait une presse qui était libre en dépit de tout ce qui se passait ici, indépendante, et deux, qu'elle restait un fournisseur de gaz fiable pour ses partenaires clients européens. Alors, il y a cet événement-là, cette incapacité de l'Algérie à livrer 2 méthaniers durant les 2 derniers mois, qui correspondait au pic hivernal de froid et un pic de consommation dans notamment la région sud-est en France. Là aussi, c'est mal tombé parce que le modèle de stabilité, le modèle de fiabilité du partenaire algérien vis-à-vis de la France et de l'Europe a été écorné. Il est construit beaucoup sur cette capacité à être un fournisseur constant. Après, là aussi, Abed vient de donner un conseil gratuit au gouvernement algérien en disant qu'il n'aurait pas fallu réagir. C'est un non-événement. Dans le cas du gaz, c'est pas un non-événement, c'est important, mais la communication a été extrêmement mauvaise. On a voulu, on a fait ce qu'on sait faire le mieux. On a raconté des histoires. Il y a des mauvais conseillers qui ont laissé entendre que c'était un problème commercial, qu'il y avait le take or pay, la partie que le client européen dans un contrat de longue durée est obligé d'enlever dans tous les cas, d'acheter. Cette partie-là a été garantie par Sonatrach, mais que ce client, Engie, ex-GDF Gaz de France, a demandé des volumes additionnels qui nécessitent un prix et une négociation différente. Et l'Algérie a préféré vendre plutôt à la Turquie parce qu'elle paye mieux. Ce qui est complètement fou. Bon, voilà. C'est une communication qui a été dans ce sens. Après, il a bien fallu dire. Pourquoi tu dis que c'est faux? C'est faux parce que c'est faux. C'est pas comme ça. Le mécanisme du contrat de longue durée prévoit aussi les prix de l'optionnel. Il n'est pas négocié à chaque fois. Il est prévu, il est intégré.
C'est pas une nouvelle négociation. Ce qui s'est passé, c'est que finalement, on a fini par le reconnaître, et aujourd'hui, ça a été reconnu. Je vais pas dire de monsieur Morad Pleur, qui était notre invité ce matin, du direct sur Radio M, que c'est le porte-parole officiel de Sonatrach, mais il nous a ramené des sources fiables selon lesquelles, effectivement, il y avait un incident technique à Skikda, sur la plateforme GNL, qui a empêché l'Algérie, Sonatrach, de fournir Fos-sur-Mer, parce que Fos-sur-Mer est fourni par Skikda, et on n'a pas pu basculer sur Arzeu, parce qu'au même moment, et pour les mêmes raisons de pic hivernal, les autres clients de Sonatrach demandaient aussi de nouveaux volumes additionnels. Voilà. Très mal négocié au niveau de la communication. Et je pense que même M. Bouteflika n'aurait pas dû dire c'est le problème des Français, c'est pas le problème de Sonatrach. Est-ce que l'Algérie risque de perdre, selon vous, son statut de fournisseur fiable de gaz aujourd'hui, ou est-ce que maintenant ce statut est un peu altéré? Abed. Non, je crois, enfin, c'est difficile de, ça demande des développements qui sont très longs. Donc, on peut pas le dire très brièvement. On va dire juste que Sonatrach était en train de passer par une période un peu difficile sur ses capacités de production. Que l'ère Khlil n'a pas encore révélé tous ses déboires. On en connaît une partie, mais pas le tout. Et donc, que les choses semblent en train de reprendre normalement. On sait, il y a des faits qui sont avérés. Chakib Khlil voulait passer à un seuil d'exportation de 80 milliards de mètres cubes, voire 100 milliards. Donc, il a fait construire à Arzeu des trains de GNL qui sont immenses, etc. Pour fournir le marché américain. Voilà. Ensuite, il y a eu le schiste. Donc, ça, les données ont été bouleversées. Et puis, il y a eu la difficulté de démarrage de ces trains. Ça, je le sais. Il y a eu beaucoup de retard. À un moment donné, il y avait même plus de capacité de programmer. Tu sais, le gaz, c'est le navire quand il démarre de Hong Kong pour venir charger Alger. C'est des temps, c'est des choses très précises pour qu'il calcule sa vitesse, son temps, etc. Et c'est mardi à 13h. C'est mardi à 13h. Il restait en rade pendant une semaine, 10 jours. Ça coûtait énormément cher. Il y a eu beaucoup de cafouillage. Mais Sonatrach gère ça. Elle essaie de faire pour le mieux en gérant ça sur le plan de la communication par la langue de bois traditionnelle. Bon, qu'est-ce que tu veux? Kamel Mansari, vous parliez du marché américain. Est-ce que les Américains gardent toujours l'image d'un fournisseur fiable aussi pour l'Algérie aujourd'hui? Je ne sais pas, mais bon, il faut voir ce qui s'est produit après la rencontre entre Boutarfa, la partie algérienne, et au sujet et les investisseurs, les grandes compagnies pétrolière gazière américaine. Donc, est-ce que l'Algérie est toujours le partenaire fiable des États-Unis? Est-ce que quelle est d'ailleurs, bon, à part l'Europe, donc quel est l'apport de l'Algérie par rapport aux États-Unis? C'est vrai qu'on a essayé de faire en sorte, on a modernisé le complexe gazier d'Arzeu juste pour fournir le marché américain, mais avec l'histoire de gaz de schiste, les Américains ils se sont retractés, donc je sais pas si on a perdu de l'argent dans cette histoire pour ne pas fournir un marché. Maintenant, on doit se rabattre et se contenter du marché européen. La fiabilité n'est pas dans cet événement-là. Il faudrait une succession d'événements pour pouvoir juger exactement de la fiabilité. Non, la fiabilité n'est pas perdue parce que sur le gros, si tu veux, Sonatrach assure 95% de ses contrats. Il y a quelques retards, quelques petits incidents mineurs, c'est pas significatif. Donc c'est pas la fiabilité. Ce sont d'autres enjeux qui se posent aujourd'hui pour Sonatrach. Est-ce que l'élection de Donald Trump aux États-Unis peut, Ihsen, renforcer la coopération énergétique entre les deux pays, puisqu'on sait que Donald Trump a une vision très pro-compagnie pétrolière et gazière aujourd'hui aux États-Unis? Quels deux pays? L'Algérie et les États-Unis. L'Algérie n'existe plus dans l'imaginaire de Trump, dans le monde de Trump. L'Algérie n'existe plus. D'ailleurs, il insiste sur le gaz de schiste maintenant. Il a déclaré récemment qu'il va. Ce qui s'est passé. Les États-Unis peuvent potentiellement se passer du pétrole du Proche-Orient. Même le pétrole, il y a encore des livraisons. C'est pour
conserver des circuits, enfin, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais objectivement, ils peuvent ne pas acheter du pétrole du Proche-Orient. Donc le pétrole algérien, c'est ce qu'il dit, Trump, ils carrément. peuvent l'oublier. C'est ce qu'il dit. Oui, c'est ce qu'il dit. En fait, ce qui s'est passé symboliquement cette semaine, il y a Al-Manchar qui a dit avant le troisième match de poule, je t'offre la transition vers la deuxième partie du CPP, il y a plus de chances que Bouteflika remarche que l'Algérie, que de chances pour que l'Algérie se qualifie au deuxième tour. Je dirais qu'après cette mauvaise semaine où des parlementaires français nous rappellent que notre gouvernance est usée et où Sonatrach a des problèmes pour fournir des quantités additionnelles, Bouteflika devrait marcher pour assurer ses partenaires. Et c'est le sujet de la deuxième partie du Café Presse Politique. On se retrouve dans un tout petit moment. Une équipe, 650 personnes. Leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Mérinal. Plus d'informations sur www.mérinal.com. Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le Café Presse Politique. Bienvenue à la deuxième partie du CPP, le Café Presse Politique. Nous sommes en direct sur Radio 1. Pour la deuxième partie, nous allons parler de sport et de foot et de politique aussi avec notre invité Hamoub Belahmar. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Je t'en prie. Donc, toujours avec Abed Chalef et Hassan Qadi. Bien sûr, l'énorme déception cette semaine, c'est évidemment, personne n'en a parlé. Ah si, Kamal Mansari. C'est la défaite de l'équipe nationale de football qui ne passe pas le premier tour de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et Hassan, énorme déception. Enfin, elle était consommée en partie jeudi dernier, la déception, parce qu'on savait après la défaite contre la Tunisie que... Oui, mais tout était possible quand même. Non, il restait très peu de probabilités. Quand on n'est plus maître de son destin, et quand on doit compter sur le Zimbabwe, d'ailleurs, je vous invite à lire l'excellent post de Abed Chalef, c'est pas tous les jours que je fais la promotion de ses écrits, oui, qui expliquait, il aime beaucoup de choses en Afrique, mais pourquoi voulez-vous que je soutienne le Zimbabwe? Tous les Algériens se sont mis à supporter le Zimbabwe, c'était mal parti. Abed Chalef, vous avez vraiment soutenu le Zimbabwe avant-hier? Non, je dois d'abord dire que j'étais pas déçu du tout, parce que j'essaie de m'accrocher à des choses très simples. La veille d'une compétition, oui, non, je connais 2 ou 3 personnes qui me semblent fiables. J'ai écouté ce qu'elles ont dit. J'ai lu. Saadane a dit une chose très simple. Toi, tu aimes pas les tactiques. Il a dit cette équipe n'a pas d'assise défensive. C'est impossible de faire quoi que ce soit. Donc voilà, je suis parti avec ça. J'ai posé la question à 1 ou 2 autres personnes qui ont confirmé. Donc voilà. Doualem Sharif peut-être aussi. Je ne veux pas citer les gens. Je ne cite que Cheikh Saadane, compagnon de Haj Mohamed Rawarawa. Alors, Hamoub Belahmar, on nous a tout promis. On disait que c'était l'équipe favorite, qu'on pouvait gagner, qu'on était les grands favoris de cette Coupe d'Afrique. Et finalement, c'est la grande désillusion. Quel a été le vrai problème? Certains parlent de trop d'entraîneurs, 3 entraîneurs en moins d'1 an. Est-ce que c'est une raison oui, de l'échec? Oui, tout à fait. Parce qu'on peut pas se permettre de consommer 3 entraîneurs pour une sélection, c'est très très grave. C'est que Rawarawa a fait ce que font actuellement les présidents de clubs. Donc on voit par exemple, il y a des clubs, on va citer par exemple USMA qui a déjà consommé 3 entraîneurs, et ça c'est impardonnable pour une sélection. Une sélection, c'est un entraîneur dans la durée de vie d'un entraîneur dans une sélection, c'est au moins un mandat, ce qu'on appelle un mandat olympique, c'est 4 ans et plus. Donc le seul post que j'ai donc publié avant la Coupe d'Afrique, c'était pour dire une équipe qui change d'entraîneur 2 fois en une année ne peut pas gagner la Coupe d'Afrique. Tout à fait. Ça aussi, c'est les choses basiques. Oui. Donc le reste, moi, j'en tiens pas compte. Oui, mais pourquoi a-t-on changé autant d'entraîneurs en une si courte période? C'est la question qui se pose aussi. Alors, on va dire que c'est des mauvais choix, tout simplement. Il y a eu des mauvais choix. L'après Coupe du Monde n'a pas été très mal géré. Le départ d'Ali Lozic, les remplaçants, c'est-à-dire qu'il y a des très mauvais choix. Et ça, tout ça incombe à Mohamed Rawarawa et à lui seul, parce que c'est lui qui fait les choix des entraîneurs.
Le président de la Fédération algérienne de football, qui est très critiqué ces derniers temps. Abed Sharif, hein. Tu aimes les comparaisons? Par exemple, si elles sont pertinentes, oui. Raourawa à la tête de la FAF, c'est Bouteflika à la présidence de la République. Les choses ne doivent pas fonctionner selon le bien de l'Algérie, le bien de la fédération, le bien du football algérien, mais selon ce que commande l'intérêt de Raourawa. Et donc, Raourawa a fait un choix. Il a fait des choix importants il y a assez longtemps de ça. Il a sous-traité l'équipe nationale avec les championnats européens. Ouais. Ça, c'est clair. Oui. Deuxième chose, il a poussé le football algérien local vers l'abîme. Les combines, les matchs litba'ou, etc., etc. C'est un choix stratégique. Pour lui, l'équipe nationale était l'image suprême et donc on pouvait s'occuper de ça de manière relativement rationnelle et le reste, on laisse tomber. Ça a marché pour lui. Ça a marché, une Coupe du Monde, une Coupe d'Afrique, une autre Coupe du Monde, c'était à peu près correct, une autre Coupe du Monde, donc ça, c'était... Mais c'est un choix qui ne peut pas être éternel. Et lui, avec le temps, il a pensé qu'il avait tout compris. Ça y est, il n'a plus besoin de qui que ce soit, il n'a plus besoin d'écouter personne. Et donc, voilà, ça débouche sur des situations comme celle-là. Jusque-là, il avait les appuis politiques nécessaires. Donc, il a apporté quelque chose au pouvoir. Sur un plan politique, un bon mondial pour le pouvoir, c'est une bonne chose. Aujourd'hui, il devient un handicap. Donc, c'est là que ça va se jouer. Le reste, l'Assemblée générale, les joueurs, la presse qui critique, etc., c'est secondaire. Ça va se jouer sur cette question. À vous écouter, le bilan est plutôt positif. Mais on oublie notamment... Il est aussi positif que le bilan économique du président Bouteflika avec 800 milliards de dollars. On a plus de voitures, on vit un peu mieux. Ouais. Mais est-ce qu'on peut parler de bilan positif? La génération de footballeurs qu'il y a en équipe nationale aujourd'hui, du moins partie offensive, elle est unique. Elle est supérieure que la génération dorée, Bloumi, Assad, etc. Individuellement, ils sont peut-être pas aussi bons, mais leur vécu professionnel est supérieur. C'est très important. Donc, c'est une génération exceptionnelle qui ne gagne pas la Coupe d'Afrique. Certains disent, Hamo, que c'est peut-être le début de la fin pour Mohamed Raourawa. Vous êtes d'accord? Oui, tout à fait. Je crois qu'aujourd'hui, la fédération a besoin d'un lifting. Lui, il a trop duré. Mais attention. Attention, le changement doit se faire, c'est-à-dire d'une manière... Aujourd'hui, le plus important, parce que c'est les vrais connaisseurs appellent à la tenue des assises du football. Parce que je pense que c'est ce qui va sauver le football national. Voilà. Sinon, pour le moment, on peut dire, comme l'a dit mon ami Yazid Wahib, le football national est mort. Ersan Qadi, un président de fédération normale aurait dû démissionner selon vous quand l'Algérie n'a pas décroché notamment l'organisation de la CAN 2017 alors qu'il avait promis aux autorités de l'avoir et les autorités avaient promis absolument d'avoir. Vous vous rappelez? C'est un moment qu'on peut mettre effectivement aussi au passif du président de la Fédération algérienne de football. D'ailleurs, il y a des voix qui disent qu'il ne s'est pas suffisamment entouré, il n'a pas amené tous les atouts. Notamment les anciens joueurs qui auraient pu l'aider à obtenir l'organisation. Mais de là à démissionner, on est en Algérie. Hein. Enfin, on a Bouchouerb qui est cité au Panama Papers, il est à la tête du gouvernement et je ne parle pas de Khalil qui est revenu en Algérie. Donc on n'est pas dans ce schéma-là. Donc j'irai pas jusqu'à dire. Mais par contre, moi, je pense que effectivement, le parallèle est intéressant avec la gestion Bouteflika. Il y a une phase où ça fonctionne parce que il y a un mécanisme qui permet d'avoir des résultats. Dans le cas de Bouteflika, c'était la rente pétrolière qui était importante. Donc, on a beaucoup importé, on a amélioré le niveau de vie des Algériens, on a acheté des équipements, des infrastructures, etc. Ça s'est plutôt bien arrangé. Les équipements d'ailleurs, au passage, ce sont ceux du sport qui sont le plus restés en retrait, ce qui explique en partie le fait qu'on n'ait pas pu organiser cette CAN. Hein. C'est aussi un élément. Celui-là, il n'est pas au passif de Raourawa. Alors, Raourawa fait la même chose. Il a importé des joueurs. Et il a été dans une dynamique. Et comme il s'agissait de faire aussi quelque chose pour le football local, il a lancé le professionnalisme. Mais il n'a pas construit. Il n'a pas permis de construire l'écosystème du professionnalisme. Il aurait fallu accompagner ce processus. Aujourd'hui, tous les clubs, quasiment tous les clubs, sauf ceux qui ont comme actionnaire quelqu'un comme Haddad ou la Sonatrach, tous les clubs sont
très grandes difficultés financières. Même Nusma, attention. Hein. Voilà, même Nusma, parce que ça coûte très cher. Voilà, même Nusma, donc ça coûte très cher. Donc, ce passage au professionnalisme, du point de vue de la construction d'un nouvel espace de création de spectacles et de production de nouveaux joueurs qui auraient renforcé l'équipe nationale, est plutôt raté. Et donc, qu'est-ce qui reste du bilan de Rawarawa? Il restait l'équipe nationale. Quand ça va pas avec l'équipe nationale, le bilan devient très discutable. Ihsan aime beaucoup parler de l'écosystème. Le grand échec de Rawarawa, mais ça, c'est pas visible parce que nous vivons dans une espèce de bulle qui est complètement fermée. On regarde pas les choses. Un joueur algérien qui commence à émerger, qui a un bon niveau, peut partir à l'étranger. Il va où? Il va en Tunisie. C'est un scandale que l'économie tunisienne offre à un footballeur plus que ce que peut donner l'économie, le sport algérien. Ça, c'est un premier scandale. On prend une équipe comme le Mouloudia. C'est une équipe qui peut générer 1 milliard, 1,5 milliard, 2 milliards de dinars par an de chiffre d'affaires. La gestion, parce que quand on parle, la gestion Bouteflika, c'est la gestion Rawarawa, c'est la gestion Ghrib, c'est Omar Ghrib. Tout ça, ça te maintient dans une espèce de dynamique vers le bas qui te casse tout, alors que le Mouloudia, il faut passer une année difficile pour changer de modèle de gestion, et tu as une équipe qui va financer son attaque. Ça sera plus son attaque qui finance l'Algérie et qui finance le Mouloudia. Ça, c'est le grand échec de Rawarawa. Il a empêché, sa méthode de gestion à la Bouteflika a empêché l'émergence de règles. On peut tempérer un petit peu. On peut tempérer parce que pour amener des revenus au club, il faut vendre le spectacle. Pour vendre le spectacle, il faut avoir des télévisions libres. Il faudrait par exemple que Chorouk soit une télévision algérienne qui puisse acheter des droits, surenchérir par rapport à la télévision. Mais bien sûr. Voilà, et c'est pas possible. Haddad n'a pu acheter que les droits de la 2e division. Et donc ça c'est la politique. Ça c'est le système qui fait que on n'a pas pu créer cette économie-là. Oui, mais si tu accompagnes un système Bouteflika, tu ne peux même pas penser à ça. Mais en fait, le Mouloudia, c'est une équipe qui peut avoir 50 000 spectateurs par match au 5 juillet chaque semaine. Oui, bien sûr. Avec 1000 dinars le billet, pas 300 dinars pour permettre à des gamins non accompagnés d'aller au stade. Non, mais 1000 dinars, c'est difficile. On se trompe. Comment on s'est trompé pour la téléphonie mobile, comment on s'est trompé pour la 3G, il n'y a pas de clients, etc. On se trompe. Si tu as un bon spectacle dans une bonne ambiance, tu vas avoir 70 000 spectateurs pour le Mouloudia. Je suis désolé. On est obligé de réfléchir niveau Omar Ghrib, ça nous amène à ça. Alors, Hamoub Lahmar, depuis quelques années, Mohamed Rawarawa était toujours considéré comme un homme intouchable, mais vraiment intouchable. Mais depuis quelques jours, voire quelques semaines, même avant la Coupe d'Afrique, on constate que, je ne dirais pas une campagne ou un acharnement, mais les langues se délient. Les langues se délient aussi, et c'est surprenant, non? Ouais. La question c'est est-ce que Saïd Bouteflika l'a lâché, c'est ça? Non? Moi j'ai rien dit. Moi j'ai rien dit. Mais sauf que je ne sais pas. Bon, on sait un peu comment se passe. Enfin, il y a des intrigues qu'on peut pas connaître. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il est lâché. Il pourrait être lâché, mais on peut pas le faire partir. Attention, parce qu'il est élu. D'abord, il est élu. Parce que s'il est un peu, si on fait un scénario à la koweïtienne, aujourd'hui le Koweït, et si je prends de toutes les compétitions internationales, peut intervenir. La Grèce aussi, il y a ça. Mais maintenant comme on dit, et tout le monde le sait, maintenant s'il y a des dossiers qu'on va faire sortir pour on va voilà, c'est-à-dire qu'il y aura un peu de chantage, voilà, tu pars ou sinon on va te traîner dans la boue. Donc à ce moment-là, je pense qu'il va accepter de partir. Mais je sais que l'homme est fatigué. Moi, voilà. Est-ce que vous pensez qu'il peut partir? Oui, c'est pas partir. Non, moi je pense que ça va se passer autrement parce qu'on ne peut pas isoler ça de son contexte politique. Si Rawarawa part, ce n'est pas lui qui va démissionner, c'est pas lui qui va partir. C'est le président Bouteflika qui va nous offrir sa tête. Ça sera un cadeau aux Algériens. Et donc, ça sera selon le tempo fixé par le président Bouteflika. Ça sera jamais une décision de Rawarawa.
Aujourd'hui, on va nous dire qu'il est un peu souffrant, il est un peu fatigué, il est un peu malade, ça peut préparer le terrain, ça. Comme c'était le cas pour Amr Saadani. Il est parti pour des problèmes de santé. Voilà. Ouais. Il est parti pour des problèmes de santé, mais c'est pas lui que faut enlever toute idée de la décision vient de lui. C'est totalement exclu. Mais il est vraiment malade, hein. Attention, parce qu'on dit qu'il n'est pas malade. Il a failli, son cœur a failli lâcher au Gabon, hein. Ça, c'est une information qui se tient à cause du match staff. Non, il de l'avant-match. Il est malade. Il est malade. Alors, toujours le parallèle avec Bouteflika, et la façon de gouverner de Bouteflika, on fait en sorte que l'alternative ne soit pas possible. Le cadre légal qui permet de faire de valider une alternance à la tête de la FAF, c'est-à-dire l'Assemblée générale de la FAF, en ce moment, est-ce que c'est un cadre qui peut permettre de générer une vraie alternance avec un vrai management? Parce que il y a ce risque de revenir à des types de management qui étaient bien plus dégradé que ce que peut faire Raoura. Enfin, on est d'accord pour dire que Raoura a apporté quelque chose. On va pas faire un bilan à charge seulement. Et donc, si on peut pas aller vers l'avant. Non, le premier bilan a été dressé par Abd Sharif et il me semble t'avoir entendu dire qu'il y avait des éléments positifs quand il avait fini. L'aliénage. L'alternance, elle est pas possible dans l'Assemblée générale actuelle. C'est tout le problème du blocage. Ouais. Donc il faudrait peut-être passer par une case différente pour renouveler l'Assemblée générale, faire en sorte qu'elle soit plus représentative du football algérien aujourd'hui, qu'elle apporte plus de compétences et de possibilités. Ensuite, envisager le changement à la tête. Mais comme ça arrive en février, c'est difficile d'organiser ça en quelques semaines. C'est exclu d'avoir une alternative positive dans la situation actuelle. Moi, ça me rappelle beaucoup les années 89, 90, 91. Quand il y a eu des débats sur un certain nombre de choses. Et visiblement, les débats qu'il y avait sur la presse, par exemple. Est-ce que tu te rappelles l'histoire de la presse publique, démocratiser la presse publique, etc. Et on a eu une loi, un projet de loi à Merbeh, qui n'est pas passé à l'APN, qui a été mis de côté parce que il fallait visiblement du temps pour que les choses mûrissent, pour que d'autres idées émergent. Et là, il faudrait que des capitaux viennent dans l'argent, que des gens, des juristes, que des gens qui respectent le droit, l'esprit du sport, etc., viennent massivement dans le sport pour que ça soit possible. Aujourd'hui, 9 dirigeants potentiels sur 10 rêvent d'avoir un poste pour combiner des matchs. De toute façon, le prochain président, s'il y a prochain président de la fédération, ne sera que le candidat du pouvoir, ça c'est sûr. Est-ce que, alors nous, hier, je ne sais pas si le nom a été prononcé, parce que nous, on vend des candidatures, on se permet, on est à Radio M, etc. Et il y a eu quelqu'un, je crois, dans le plateau de la LAM hier, où ça s'est fait, je me rappelle plus si c'était en ligne ou dans les coulisses, qui a parlé, dit, aujourd'hui, un ticket, pour aller dans le technique, un ticket, Zotchi à la tête de la fédération, Ben Madi comme coach, plus ou moins local, Jamal Belmadi, c'est plus en phase avec l'époque d'aujourd'hui que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant pour reconstruire. Oui. Ce serait bon. Ça serait bon pour Zotchi, mais pas pour Belmadi. Pourquoi? Parce que moi, le connaissant, je crois qu'il n'a pas l'étoffe d'un entraîneur, d'un sélectionneur national. Ben pour moi, pourquoi pas aller vers Bielsa par exemple? Maintenant, comme le dirait mon ami Mustafa Mazouzi, qui est le Bahbouh al-Maliya, pourquoi pas ramener Bielsa par exemple? Actuellement, il est libre. Ouais, mais il reste jamais 4 ans au même endroit. Mais donc, le cycle olympique, il faut oublier. Voilà, il faut oui, mais ça serait la logique typique. Tu as réglé un problème ponctuel, dépassé un problème ponctuel qui est celui de l'échec de la CAN et du départ de l'I-15. Mais en fait, pour faire quoi? Si tu as demain, si le Mouloudia fonctionne dans 6 mois, toujours avec Omar Ghrib, avec les mêmes méthodes, avec de l'argent au noir, etc., ça te mène nulle part. C'est sûr. Mais tout à l'heure, Khaled a parlé d'acharnement. Je crois qu'il y a de l'acharnement. Pourquoi? Parce qu'il y a 2013, on a fait presque le même parcours. Oui. Depuis 90, on n'a pas été champion d'Afrique. Donc c'est sûr qu'il y a, je ne sais pas, il y a des manipulations, quelque part. Voilà. Et qu'est-ce que vous pensez de l'entraîneur Bielsa? C'est un type gigantesque, mais il réussira pas en Algérie. C'est un type qui fonctionne autrement. Moi aussi, je pense à un entraîneur. Gourcuff, moi j'étais très fan. Ouais. Parce que
c'est quelqu'un qui a une philosophie du jeu, qui a une manière de voir c'est presque une vision politique. Et qui sourit jamais comme dans la vie, etc. Et qui vient de récupérer Voilà, c'est des gens qui ont une philosophie du jeu. Moi, c'est mes préférés. Maintenant, il y a des gens qui réussissent sans avoir cette philosophie. Malheureusement, Gourcuff manquait de points. Avec les joueurs. Ouais. Avec les joueurs. Ouais. Voilà. Ouais. Et puis ça, peut-être que c'est l'homme qu'il faut, puisque c'était vraiment un homme à poil, et il a prouvé quand il était à l'Olympique de Marseille. Tu as des entraîneurs qui fonctionnent par l'adhésion. Alors, il nous reste pas beaucoup de temps. Il nous reste pas beaucoup de temps. C'est des choix philosophiques. Il nous reste pas beaucoup de temps. Un pronostic. Je sais que le nom du vainqueur de la Coupe d'Afrique sortira de ce CPP. Vous dites qui comme pronostic? Attendez, c'est en rapport avec Belahmar, c'est ça? Si c'est en rapport avec Belahmar, c'est l'Égypte. Ça sera l'Égypte, hein. L'Égypte. Écoute, moi, je regarde pas la Coupe d'Afrique. Je ne regarde plus les matchs qui nous intéressent directement depuis longtemps pour des raisons très personnelles. J'ai vu le but marocain hier. Pour ce but, j'aimerais que le Maroc gagne cette Coupe d'Afrique. Je sais qu'ils ne gagneront pas, mais j'aimerais qu'ils gagnent. Et vous, Yassine? Moi, pour des raisons idéologiques, je vote République RDC, parce qu'il y a plus de joueurs locaux et c'est un modèle de football qui est beaucoup basé sur les locaux. Et ça ferait plaisir aux Congolais, évidemment. Oui, mais c'est des choix, choix politiques, éthiques, philosophiques, voilà. Merci à vous pour votre participation au Café Presse Politique. Merci à Hamou Belahmar. C'est votre premier CPP? Ouais. Et pas le dernier, j'espère. Tu penses qu'on va être recruté pour l'émission Théo? Je ne répondrai pas à cette bienvenue. question. Attention, Ahmed Chef peut créer des problèmes en direct. C'est la fin de ce CPP. Merci pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver les podcasts sur www.radio-m6.net. À mercredi prochain. Une équipe, 650 personnes. Leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Mérinal. Plus d'informations sur www.mérinal.com. Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le Café Presse Politique.